Il est 19h30 ce dimanche 13 juin et vous êtes bien sur BF1. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre magazine 7 Info, votre émission qui revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Ce soir, nous parlerons de l'attaque de Solran, de la marche des populations du Sahel, de la visite du gouvernement sur les lieux, de la visite du patron de la diplomatie française à Ouagadougou, de la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Siaka Koulibaly, notre analyste, est avec nous. Siaka, bonsoir. Bonsoir. On parlera également de la suspension de nos confrères du groupe Omega. Qu'en pense le monde universitaire? L'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, le docteur Lassina Kabouri, est avec nous. Docteur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au sommaire également, la situation des albinos au Burkina Faso ce 13 juin étant consacrée à la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Vous allez le voir dans notre pays, leur situation n'est pas reluisante. Docteur Moumouni Niaoune, directeur exécutif de l'ONG Pool for Progress, et Adama Guéné, infirmier d'État délégué aux questions de l'éducation et de la santé au sein de l'Association des femmes albinos du Burkina, seront avec nous. Mais avant, tout de suite, le journal du dimanche. C'est parti. Après son échec cuisant aux dernières élections, le mouvement Sens Servir et non se servir fait son bilan. Une assemblée générale qui a servi de cadre pour renouveler l'équipe dirigeante, et sans surprise, c'est Maître Guy Hervé Kam qui va coordonner le mouvement pendant 3 ans. Bessogré John William Somda. Un nouvel élan pour le mouvement Sens. Lancé en août dernier, peu avant les législatives de novembre, le mouvement s'est doté d'une nouvelle coordination le samedi 12 juin au cours d'une assemblée générale souveraine. Coordonnateur national sortant, Guy Hervé Kam a été sans surprise reconduit dans ses fonctions avec pour mission principale d'aider à l'ancrage du mouvement dans le landerneau politique de notre pays. Mais avant de déballer les grandes actions à venir pour le Sens, le coordonnateur s'est d'abord appesantí sur le cadre dans lequel s'inscrit cette assemblée générale souveraine. Cette assemblée générale qui a vu la mise en place de la nouvelle coordination nationale constitue un nouveau pas pour notre mouvement, qui 10 mois après sa création a su poser son empreinte dans le paysage politique burkinabé. 10 mois après avoir été lancé dans l'espace politique burkinabé, notre mouvement poursuit sa trajectoire, tel un objet volant non identifié, ou plutôt tel un objet politique non identifié, assailli par des obstacles et des difficultés à tête chercheuse. Malgré tout, nous sommes davantage motivés et mobilisés pour atteindre nos objectifs qui s'originent dans les aspirations profondes de nos citoyens, de nos concitoyens et concitoyennes. À en peine 10 mois d'existence, le Sens est parvenu à participer à des élections, les législatives passées. Malgré le résultat absolument pas reluisant, 0 élu, le mouvement s'est dit reconforté par l'expérience vécue. Les élections législatives passées ont été pour nous l'occasion de nous convaincre davantage de la nécessité de faire la politique autrement, de faire en sorte que la politique et la gestion de la cité aient comme boussole et fondement notre devise, servir et non se servir. S'il fallait faire une synthèse de l'ensemble de nos actions lors de cette compétition électorale, je dirais simplement que nous sommes allés, nous avons vu, nous avons appris. Oui, nous avons appris de nos forces, mais aussi et surtout de nos faiblesses. Désireux de faire la politique autrement, le mouvement Sens n'est pas prêt d'abdiquer en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain. Face à des adversaires plus expérimentés dans les joutes électoralistes, Guy Hervé Kam et les 23 autres membres de la coordination nationale se disent prêts à aller de nouveau au charbon. Conscients de la tâche à accomplir ensemble, la nouvelle coordination nationale du mouvement Sens, avec le mandat des conseillers politiques nationaux, s'engage résolument et dès maintenant dans une dynamique de co-construction avec les acteurs qui font montre d'un patriotisme sincère. De grands rendez-vous politiques s'annoncent pour le pays. De grands rendez-vous politiques s'annoncent pour le pays, que ce soit les élections locales de 2022 ou les élections générales de 2025. Dès à présent, nous devons nous mettre à la tâche pour être à la hauteur des enjeux.
Après 2 jours de conclave, les délégués et la coordination estiment avoir cerné tous les contours nécessaires à l'édification d'un mouvement fort et déterminé dans son combat. Pour son premier grand défi en attendant la présidentielle de 2025, le mouvement a dans sa ligne de mire les municipales de 2020 avec pour objectif de faire beaucoup mieux que lors de la dernière législative. Faire mieux que les dernières législatives, Siaka Coulibaly, ce mouvement a encore de l'espoir. Y a-t-il encore de l'espoir pour ce mouvement? Mais oui, il y a de l'espoir. On n'a pas malheureusement eu l'opportunité de connaître le programme politique de ce mouvement parce qu'ils n'étaient pas à la présidentielle. Donc, leur programme a été moins connu que ceux qui étaient candidats à la présidentielle. Mais il se peut que sur le terrain, à partir des campagnes, disons de la campagne électorale, il y a eu, disons, une amorce du mouvement. D'autant qu'ils ont été audacieux en plaçant des jeunes sans expérience. Exactement. Ça peut avoir pris, comme on dit simplement, et ça peut se vérifier dans le futur. Si on vérifie peut-être les chiffres des législatives, il se peut fort bien que les résultats qu'ils ont obtenus, qui n'ont pas permis d'avoir des députés, puissent par contre permettre d'avoir des conseillers municipaux. Ils peuvent être à 2000 voix d'un député dans les circonscriptions. Auquel cas, les chiffres qu'ils ont obtenus, c'est tout à fait suffisant pour avoir des conseillers municipaux en nombre tel qu'ils puissent compter dans la scène politique future. Donc, dans l'absolu, comme ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose d'avoir essayé. Il faut attendre donc les élections municipales pour voir si effectivement ce coup d'essai a été un coup de maître ou un échec. Mais à ce moment, c'est un peu difficile de le dire. D'accord, merci. À présent, retour sur l'actualité de la semaine. « 48 heures après les massacres de Solhan, une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux. Conduite par le Premier ministre, elle est allée exprimer la compassion de la nation aux populations et acteurs mobilisés pour la gestion de cette tragédie. L'adjudant Sidiki Ouattara, chef de l'équipe de renfort au détachement des Déhou, parachuté à Solhan. Pour renforcer l'équipe présente, fait un état des lieux au chef du gouvernement, accompagné des ministres de la Défense, de la Sécurité et de l'Action humanitaire. À leur tour, Christophe Dabiré, Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, et Ousseini Tamboura de la Communication vont au contact. Entourés de quelques habitants restés à Solhan après le massacre des résidents par des hommes armés non identifiés il y a 72 heures. Ils échangent avec eux pour apporter un brin de réconfort, mais aussi d'espoir, car le nouveau visage de Solhan laisse entrevoir la désolation. Des vélomoteurs, motocyclettes, des concessions, même le bâtiment servant de dépôt de médicaments. Tout a été brûlé. Une attaque la plus dramatique que le Burkina ait connue avec 132 morts, selon les sources officielles. C'est d'ailleurs pour marquer la solidarité avec les victimes que le président du Faso a dépêché cette délégation à Solhan. C'est la première fois que notre pays connaît une attaque avec une destruction aussi massive des populations de notre pays. Et de ce point de vue, il a voulu que l'on passe un message d'espoir. Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Malgré tous les efforts que nous avons faits sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social et développemental, nous avons connu cette attaque massive. Il était bon que nous venions saluer les populations, les réconforter et leur dire que le gouvernement est attentif à ce qui s'est passé et prendra toutes les dispositions pour que la situation puisse revenir à la normale, c'est-à-dire assurer la sécurité de cette partie du territoire. C'est aussi une visite pour rassurer les populations qu'elles ne sont pas seules dans cette tragédie. La compassion, mais aussi des condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Le drame est arrivé certes, mais son équipe compte se réorganiser pour apporter au plus vite une riposte à ceux qui ont endeuillé de nombreuses familles. C'est ce qu'indique Christophe Dabiré. L'espoir est permis parce que nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas impunie.
Du reste, le lendemain de la nouvelle, nous avons déjà pris des dispositions sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, cette partie du territoire est occupée par un certain nombre de forces qui sont en train de travailler à faire un ratissage pour rassurer les populations qui sont encore là et qui essayent de rester résilients. Solhan s'est vidé de sa population pour se réfugier à Seba, à quelques 15 km du lieu du drame. Seba compte en moins de 3 jours 7000 réfugiés. Un minimum de réconfort est pris pour ces déplacés internes, rassure Christophe Dabiré. Des blessés, il y en a eu assez au cours de cette attaque. Certains dans des états très graves, ils sont déportés, pour la plupart, dans les centres de santé de Seba, Dori et Ouagadougou. Depuis l'attaque de Solhan, nous avons reçu au total 40 blessés qui ont été admis au niveau du CMA de Seba. Et sur les 40 blessés, il y a 23 que nous avons pu évacuer au niveau du CHR de Dori. Nous avons eu des échos qu'il y a un certain nombre qui ont dû continuer à Ouaga au regard de la gravité de leur état. Et il y a 11 malades que nous avons déjà libérés. Autrement dit, leur soin au niveau de l'hôpital est fini. Ils sont chez eux. Actuellement, dans nos services, nous avons 6 malades qui sont là. Leur état est très stable et bientôt, ils seront libérés. Le combat contre le terrorisme se poursuit. Le gouvernement continuera de donner les moyens au FDS pour sécuriser davantage le territoire national et les populations, évoque le chef du gouvernement. Mais à cette même population, il demande d'aider son équipe à éviter que la jeunesse s'enrôle davantage dans les rangs de ces hommes sans foi ni loi. Il faut que la population s'engage avec nous pour faire en sorte que les enrôlements de nos jeunes s'arrêtent, que nos jeunes restent dans leur pays pour travailler au développement économique et social de ce pays-là, pour que nous puissions partager les fruits de ce développement-là. Il n'est pas bon que ces jeunes-là, qu'on les laisse partir, ils font s'enrôler dans les groupes terroristes et ce sont eux qui reviennent dans les villages pour s'aimer la terreur et la désolation dans leur propre famille. Il faut que l'on combatte ça. Un hommage a été rendu à tout le personnel administratif présent dans le Sahel pour accomplir leurs tâches au quotidien. Christophe Dabiré les encourage à garder le cap, car au bout du compte, le pays viendra à bout du terrorisme. 48 heures après les massacres, une délégation gouvernementale sur les lieux et elle est conduite donc par le Premier ministre Saka Coulibaly. Est-ce la bonne personne au regard de la gravité du drame? Un déplacement du chef de l'État ne serait-il pas mieux indiqué? Oui, beaucoup le pensent, mais tout dépend des arrangements qu'ils ont pu faire au niveau du gouvernement. Peut-être qu'il y a des raisons suffisantes pour que le chef de l'État n'y aille pas. Elles peuvent être propres à lui ou des raisons sécuritaires aussi. Parce que, vous le savez, nous sommes vraiment dans une situation très, très, très difficile. Donc, ça peut être un événement qui pourrait susciter un autre. Donc, la réflexion au niveau des services de sécurité a peut-être permis de dire qu'il ne serait pas bon que le chef de l'État lui-même se déplace. Bon, je ne sais pas forcément un mauvais point que de ne pas être parti en personne. Le Premier ministre représente valablement le chef de l'État, et surtout que la délégation était assez forte en termes donc des ministres et d'autres autorités au niveau technique qui s'étaient joints. Donc je pense que la démarche, elle est à prendre en considération. Ça montre que le gouvernement prend à sa juste mesure la gravité de la situation. Laquelle gravité, il faut le dire, reste au premier niveau. Parce que ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'au-delà des Solhan, qui a quand même une certaine envergure en termes de nombre de morts, il faut se dire que c'est la destruction d'un centre économique local qui s'est déroulé. Tout l'habitat de Solhan a été détruit, les activités sont arrêtées. Ce n'est pas de sitôt que ça va reprendre en termes de centre d'activité économique à ce niveau-là. Ensuite, il n'y a que depuis cette attaque, tous les jours, on entend d'autres escarmouches qui ont lieu, qui sont vérifiées, d'autres ne sont pas vérifiées. Mais ça donne un sentiment d'inquiétude générale, comme quoi il se peut qu'il y ait une autre offensive plus générale qui soit lancée. Et c'est plutôt ça qui suscite donc l'inquiétude chez les gens. Donc, la mission gouvernementale a pris certainement la mesure de la gravité de la situation. On pourrait peut-être s'attendre à ce que, à la suite de cette visite, il y ait des mesures, des décisions venant du gouvernement
dans le sens donc de la défense et de la sécurité, qui permet donc de renverser ou en tout cas de contenir cette situation dans une dimension acceptable. D'accord. Alors, docteur Kaboré, à défaut d'un déplacement du chef de l'État sur les lieux, est-ce que son discours était indiqué en pareille circonstance? 132 morts, c'est quand même excessif. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'une des pires pertes en vies humaines que le pays a connues depuis 2015 dans notre contexte. Et c'est tout à fait normal que en pareille situation, les plus hautes autorités de ce pays, notamment à commencer par le chef d'État, puissent se prononcer. D'ailleurs, dans l'opinion, on a eu à un moment donné le sentiment que cette sortie des plus hautes autorités était un peu tardive. Mais je pense que ce déplacement, notamment à travers le reportage, vient un peu rattraper un peu le coup. Donc, c'est toujours des moments d'affliction, des moments douloureux, où les citoyens ont besoin de la proximité avec les décideurs pour pouvoir mieux, en tout cas, on va dire, dépasser l'épreuve, afin de mieux se projeter, si on peut parler ainsi, en termes de résilience dans l'avenir. Voilà. Chiaka, quelque temps après cette visite, il y a ce décret qui a été rendu public, un décret qui annonce la création d'une force spéciale. Médecin après la mort? Non, je ne pense pas que la décision de la force spéciale soit due à l'attaque de Solane. Oui, mais ça a été signé le 2 juin. Oui. C'est quelques jours après cette visite qu'il a été rendu public. Oui, un décret, c'est toujours en préparation. Ça prend beaucoup de temps avant de sortir. Mais surtout, en matière de défense, c'est surtout la préparation de la force en question qui a dû peut-être se faire dans le secret, avant que le décret ne soit adopté, pour que ce soit immédiatement opérationnel. Donc, mais le décret pays est attaqué quand même depuis 6 ans. Oui, la force qui vient d'être créée n'est pas nouvelle. Vous avez vu que dans le décret lui-même, on parle d'une autre qui était là en 2017. Celle-ci vient donc peut-être modifier un peu la composition ou les prérogatives de la force qui existait depuis 2017. Donc, ça fait partie donc des actions qui se déroulaient, certainement. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que cette force nouvelle va apporter dans la situation qui prévaut aujourd'hui. Est-ce qu'en nombre, c'est suffisant? Est-ce qu'en qualité, c'est suffisant? Donc, les quelques semaines qui viennent vont nous permettre de le savoir. Étant donné que nous sommes dans l'œil du cyclone à l'heure actuelle, les terroristes ont vraiment déployé une agressivité, je dirais même qu'on n'a pas encore vue depuis le début des événements en 2016, non seulement en nombre, mais en termes de dispersion. Sur le terrain, c'est quand même important aujourd'hui. Il faut une vraie force spéciale, effectivement, pour faire face. Mais l'histoire des forces spéciales, comme on le sait, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'on pourra, dans le contexte sécuritaire où on se trouve aujourd'hui, disposer d'une force spéciale qui soit à la hauteur sans les à côté politiques qui vont avec? Et vous voyez, les citoyens font des analyses, font des réflexions sur tout ça. Ils se comparent même à l'histoire du RSP, etc., etc. Donc tout ça doit être voilà. Tout ça doit être pris en considération, tenu compte donc de l'enjeu qu'on a aujourd'hui, l'enjeu sécuritaire. Maintenant, moi j'attends de voir effectivement si ça va fonctionner, parce qu'on a quand même un certain vécu au niveau de la situation de la défense et de la sécurité à partir de 2015, à savoir qu'après la dissolution du RSP, il y a eu quand même une sorte de redistribution des rôles qui s'est déroulée. Est-ce que cette nouvelle disposition permet d'avoir une force spéciale qui soit efficace? Ça, ce sont des grandes questions, mais on ne peut pas y répondre seulement à partir du décret. Il faut encore qu'il y ait des résultats sur le terrain pour qu'on puisse voir est-ce que cette force spéciale, qui vient s'ajouter à celle qui existe déjà, la gendarmerie a une force spéciale, la police a une force spéciale également, et les militaires aussi, il y en a qui sont spécialisés. Donc, qu'est-ce qui est fait de nouveau aujourd'hui? Il faut attendre le terrain pour le savoir. D'accord. En attendant, la mesure ne convainc pas totalement les populations de la région du Sahel.
en colère. Des populations en colère ce samedi ont battu le pavé pour désavouer la gouvernance sécuritaire actuelle. Regardez. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ces milliers de marcheurs, c'est le massacre de Solhan. Une attaque au cours de laquelle certains manifestants affirment avoir perdu au moins un parent. Réellement, ça ne va pas. On a la peur dans le ventre, la peur dans la chair. Tu ne peux pas sortir d'ici 2 km sans avoir peur. Cette attaque-là, du 4 au 5 à Solhan, moi j'ai mon propre grand-père qui est là-bas, qui a des enfants, il a toutes ces descendants. Donc vraiment, ça ne va pas. Encore et encore cette question au bout des lèvres des uns et des autres. Pourquoi le détachement militaire de Seba n'a pas pu intervenir lors de cette attaque qui a fait 132 morts officiellement? Ils ont mal, déplorent-ils, mais en même temps disent en avoir marre de toutes ces restrictions visant à réduire leur liberté dans la région. Pourtant, les attaques terroristes ne font que s'accentuer. Nous en avons marre. Depuis 2015, aujourd'hui, nous souffrons. Nous ne savons même pas comment dormir. On pleure. Des gens dorment à 2 h du matin. Des individus toujours non identifiés viennent entrer dans des populations qui dorment. On abat 131 personnes. Dans notre Sahel, on a l'impression d'être délaissés. On veut la sécurité. On en a vraiment marre. On veut que les autorités sur place et ceux qui sont dans le gouvernement puissent voir notre mécontentement et qu'ils puissent agir le plus tôt possible. C'est inadmissible qu'au Burkina, qu'il y ait plus de 100 personnes tuées et qu'il n'y a pas de renfort, il n'y a pas de secours. On ne peut pas comprendre ça. Et si les attaques c'était dans la journée, on peut comprendre. Mais c'est dans la nuit, en plein couvre-feu, on nous attaque. Donc le couvre-feu n'a pas sa raison d'être. Les engins à 2 roues pour un pays pauvre, pour une population pauvre, dire que les engins à 2 roues sont interdits de circuler dans certaines zones. Les marcheurs estiment donc être des victimes de première ligne de cette hydre terroriste. Exaspérés, dans une colère noire, c'est vers le gouverneur de la région du Sahel qu'ils se dirigent pour se faire entendre. Dans leurs mains, une adresse à l'endroit du président du Faso. C'est une plateforme d'action citoyenne dans laquelle les manifestants demandent sans délai la levée du couvre-feu, la levée sans délai de l'interdiction de circulation des engins à 2 roues et des tricycles. Depuis 2015, on s'est dit qu'aujourd'hui, le gouvernement devait, dans la riposte, avoir de l'expérience, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas du tout ça. Figurez-vous qu'à ce moment-là, les assaillants sont arrivés à 2 h du matin, ils y sont restés jusqu'à 5 h du matin. Et nous étions sous couvre-feu. Si vous voyez dans notre plateforme, nous avons demandé qu'on supprime purement et simplement ce couvre-feu, parce que nous trouvons qu'il ne sert absolument à rien. S'il n'y avait pas ce couvre-feu, les populations de Solhan n'étaient pas dedans à cette heure-là. Elles allaient dehors, il y en a certains qui allaient dormir dehors, qui allaient donner l'alerte. Et les gens allaient pouvoir partir. Donc nous pensons que le couvre-feu, il ne sert plutôt qu'à l'ennemi pour pouvoir nous trouver dans nos maisons. Ouagabougou fait 365 km. Dori Ouaga fait 265. Vous êtes venu à Car, vous allez voir. Vous allez avoir 8 à 10 postes de contrôle. Les véhicules personnels ne sont pas contrôlés. 2 par 2 mesures. Les cars, vous descendez 10, vous êtes contrôlé 10 fois. Qu'est-ce qu'on cherche dans les cars? Qu'est-ce qu'on cherche dans les cars? C'est dans les cars seulement que les autres se déplacent. Voilà pourquoi nous disons toutes ces mesures impopulaires là, qui ne visent au fond qu'à rendre encore plus pauvre notre population qui est déjà pauvre. Il faut les arrêter, il faut les enlever. Une lettre qui sera transmise à Roch Kaboré au plus vite de l'avis du gouverneur de la région du Sahel. Tout de même, il dénonce la gestion de la question sécuritaire de Yacine Yoda, à qui il demande de démissionner car étant incompétent. Venus de toute la province du Séno et même du Yaga, ils appellent Roch Kaboré à protéger davantage les axes routiers, à faciliter le retour des populations à Solhan, mais aussi à faciliter la réouverture des nombreux sites miniers. Chaka, visiblement, le mouvement Ougoul-Moufi de la région de l'Est inspire les autres régions. Oui. En témoigne cette marche des populations du Sahel. Oui, une marche qui démontre quand même le ressentiment des populations sur un point précis, c'est-à-dire la gouvernance sécuritaire. Et ici, l'important de cette marche, c'est qu'elle révèle que justement la gouvernance sécuritaire pêche à certains niveaux, parce que les principales mesures, qui sont le couvre-feu et l'interdiction de circuler des engins à 2 roues, est largement indexée par les manifestants comme étant totalement inefficaces, et même que ces mesures-là facilitent les opérations des groupes armés terroristes, parce que les populations n'ayant pas la latitude de se déplacer,
ne peut pas elle aussi s'organiser parce qu'il y a d'autres formes de résistance qui ne sont pas forcément armées. Il y a l'information, il y a le fait de se déplacer pour se cacher, etc., etc. Mais les populations ne peuvent pas s'adonner à ces opérations elles-mêmes. Pendant ce temps, les groupes armés terroristes circulent parce qu'elles savent qu'en ce moment précis, les populations sont terrées dans leurs maisons, mais aussi les forces de défense et de sécurité sont en immobilisation. Donc ça facilite le déplacement des groupes armés terroristes. Et la marche, à mon avis, elle a son sens parce qu'elle est l'expression citoyenne, l'expression populaire sur la gouvernance sécuritaire. Ça va très certainement amener le gouverneur en premier lieu, mais aussi les autorités de la sécurité à revoir peut-être leur stratégie de la question. Pourquoi pas ne pas permettre aux populations de circuler? Ça leur permettra aussi de prendre des mesures de résilience sécuritaire. Et c'est ce qu'elles sont en train d'exprimer au niveau de la marche. Chacun, les populations de la région de l'Est qui battent le pavé, celles de la région du Sahel qui battent le pavé, faut-il craindre un élan d'ethnicisme et de régionalisme pour notre nation? Ce n'est pas seulement les marches qui contribuent à cet élan d'ethnicisme ou de régionalisme, mais c'est plutôt les conflits intercommunautaires, à mon avis, qui sont dans cette ligne de la dimension ethnique ou régionaliste. Et ces conflits intercommunautaires, c'est vrai que de ce point de vue, il y a une certaine accalmie. Depuis 2019, on ne voit plus les groupes spécifiques s'attaquer. On est revenu au classique, sauf que maintenant, ce ne sont plus les FDS qui sont en ligne de front des attaques, mais c'est plutôt les populations civiles. Bon, dans une certaine mesure, on peut encore parler de caractère communautaire à cela, mais comme on n'a pas l'identité exacte de ceux qui agressent, il est difficile de leur accorder une appartenance ethnique ou religieuse ou communautaire. Là-dessus, je pense que cette dimension a déjà été prise en compte par les politiques publiques. Avant même la création du ministère de la Réconciliation nationale, il y avait déjà un secrétariat d'État qui était en charge de cette question. Donc cela signifie que les autorités au plus haut niveau ont assez pris en compte la dimension nationale de ces questions communautaristes-là, qui peuvent effectivement déteindre sur le reste du pays, de sorte que partout où des éléments, en fait, des incidents de type sécuritaire vont se dérouler, on peut très vite glisser sur la dimension communautariste de la chose, la dimension ethnique de la chose. C'est pour ça que les travaux pour la réconciliation nationale et la cohésion doivent être plus audacieuses, doivent prendre en compte toute la dimension du problème. À l'heure actuelle, si la dimension sécuritaire n'est pas atténuée par la proposition de réconciliation et de cohésion sociale, je pense que déjà cette politique souffrirait de sa pertinence, parce que l'un des objectifs, c'est justement de réduire l'incidence de l'insécurité sur le territoire national. Donc on doit attendre les autorités à ce niveau-là. Autant il y a une riposte militaire qui doit se faire, et la force spéciale vient à ce niveau, mais également la cohésion sociale doit permettre aux groupes communautaires de se rendre compte qu'il y a enfin une prise en charge par l'État de leurs questions spécifiques. Et ça devrait amener une réduction de la dimension communautaire du conflit qui est en train de se dérouler actuellement. Docteur Kaboré, une prise en charge holistique de la question, c'est ce que vous pensez aussi? Oui, tout à fait, parce qu'on sait que c'est un problème complexe et le tout militaire, voilà, n'est pas, de mon point de vue, l'approche la plus efficace. Il faut également une appropriation communautaire de la question. Et d'ailleurs, depuis que depuis que les attaques ont démarré, quand on regarde un peu le discours sur la nécessité, en tout cas, d'apporter une réponse, l'aspect contribution du citoyen, l'aspect contribution de la communauté, notamment en termes de coopération ou de collaboration avec les FDS, revient.
Donc, et ici, quand on regarde un peu l'image, on se rend compte qu'il y a également des activistes de la société civile qui étaient dans l'organisation de l'activité. Les gens sont dans leur rôle d'interpellation, sont dans leur rôle de redevabilité ou en tout cas d'imputabilité. Et là, on parlait de gouvernance sécuritaire tout à l'heure. Mais la difficulté avec la gouvernance sécuritaire, il y a également, il y a plusieurs niveaux. C'est qu'il y a celui qui donne l'impulsion de la politique. Mais la difficulté aussi, c'est parfois aussi les acteurs de mise en œuvre sur le terrain, les exécutants. Parfois, les intérêts ne sont pas tout à fait, voilà, on va dire, les mêmes. Il y a parfois des conflits d'intérêts qui font qu'en termes de mise en œuvre, c'est difficile, ça devient complexe. Vous pouvez penser une très bonne politique publique, ici c'est dans le cadre de la sécurité, mais il faut également que, du point de vue de l'exécution, que les acteurs parlent d'une même voix, regardent dans une même direction. Et de ce sens, en fait, de mon point de vue, là, la réconciliation, ou en tout cas le processus qui va accompagner en tout cas cette réponse communautaire-là, intègre cette dimension-là. Il faut qu'on travaille à faire en sorte qu'il y ait l'union sacrée en termes de mise en œuvre des politiques publiques sécuritaires, parce que le pays, c'est tout ce qui nous reste. Et on doit travailler à faire en sorte que dans cette période difficile, dans cette période de crise, que le pays soit soudé pour pouvoir atteindre des résultats probants. Ouais. D'accord. C'est l'une des conséquences de l'attaque de Solhan. Le traitement réservé à cette actualité n'a pas été du goût du Conseil supérieur de la communication. Le gendarme des médias a épinglé 18 rédactions et c'est une seule qui a été sanctionnée, c'est le groupe Omega. Tout est parti du drame survenu à Solhan dans la nuit du 5 au 6 juin dernier, où 132 Burkinabés ont été exécutés par des hommes armés non identifiés. Les médias se livrent alors à leur tâche habituelle en informant l'opinion nationale et internationale. C'est justement en livrant ces informations que des confrères comme Omega Media auraient appris également 2 autres attaques dans la même région, en donnant aussi un nombre de victimes élevé que celui des sources officielles. Des informations jugées fausses par le Conseil supérieur de la communication, d'où est venue cette suspension de 5 jours des programmes de la télévision et de la radio du groupe Omega. La division de bonne nouvelle, ça concerne le nombre de victimes qui a été annoncé par la radio. Il y a aussi l'attaque sur l'axe Seba-Dori. Je crois que le média a fait également cas de cela, et ce qui n'est pas avéré. Et on a remarqué qu'au cours même du journal, le média a eu à faire savoir qu'il y avait une attaque en cours à Tabam, dans une localité située à 15 km de Marcoy. Et ça, c'était au cours même du journal. Le groupe Omega, au dire de Mathias Tankwano, a été interpellé plus d'une fois sur le mauvais traitement de certaines informations. Le CSC n'a pas fermé la radio et la télé à cause des obligations publicitaires, mais il faut savoir que le média n'est pas le seul à enfreindre les principes professionnels du traitement de l'information. Selon le CSC, il y a au total 18 médias qui sont épinglés par l'institution pour manquement aux obligations professionnelles. Il y a 9 médias audiovisuels, 9 organes de presse écrite et en ligne qui sont concernés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le Conseil supérieur de la communication prend des sanctions. Notre objectif, c'est vous accompagner dans cette tâche parce que nous avons dit, vous avez un rôle essentiel dans l'ancrage démocratique de notre pays. Au nombre des organes qui ont relayé cette fausse nouvelle, il y a 3TV, LCA, Pulsar, RTB Radio et Télé, pour ne citer que ceux-ci. Il faut ajouter que Radio France Internationale a diffusé aussi les mêmes informations. RFI et RTB, en entendant une éventuelle sanction, doivent être auditionnés par le CSC. Est-ce que les sanctions de Omega qui peuvent faire que l'insécurité qui nous frappe, qui nous endeuille, et on relaie ça au second plan par rapport à la sanction infligée à un média? Nous ne pratiquons pas du poids deux mesures. C'est pour ça que nous vous disons que nous avons convoqué la radio RFI pour leur signifier ce que nous leur reprochons. Nous les entendons avant de prendre la décision parce que nous sommes conventionnés avec RFI. Et c'est le même traitement. Si à l'issue de l'audition, il y a lieu de suspendre RFI, nous ne pouvons pas être aussi exigeants avec nos médias nationaux et dire que nous avons peur ou nous ne pouvons pas sanctionner les médias internationaux. Non, ça n'a pas de sens. Cette conférence de presse n'est pas le lieu pour faire le procès ou condamner un média ou le jeter à la vindicte populaire, mais plutôt attirer l'attention des hommes et femmes de médias
sur leur sens de responsabilité en cette période où les terroristes sèment encore la désolation dans certaines zones du pays, laisse entendre Mathias Tankwano et ses conseillers. En attendant, Omega est contraint de jouer rien que la musique pendant 5 jours. Une sanction qui prend fin donc ce dimanche, une sanction jugée sévère par les organisations professionnelles de médias. Elles ont produit une déclaration commune cette semaine. Le CSC, Conseil supérieur de la communication, ou Conseil supérieur de la censure, dans une déclaration du 10 juin dernier sur le drame de Solane et les prises de position du CSC contre la presse, voici ce que disent les organisations professionnelles des médias. Le CSC, plutôt que d'être une instance de répression, se doit d'être un défenseur de la liberté de presse. À ce titre, le combat pour l'accès à l'information doit être sa priorité. Tout est parti de la décision du Conseil supérieur de la communication de sanctionner le groupe Omega Media pour diffusion de fausses informations autour du massacre de Solane. 120 heures d'interruption de programme, voilà le verdict prononcé par le CSC. Les organisations professionnelles des médias se veulent claires sur cette affaire. Elles déclarent ceci. L'AJB, l'ACEP, le SYNATIC et le CNPNZ regrettent la diffusion par des médias d'informations qui se sont révélées fausses ou dont la véracité n'a pas été établie. Faut-il le rappeler? Cela constitue un manquement grave à la charte d'éthique des journalistes du Burkina qui prescrit en son article 2. Le journaliste burkinabé est tenu de publier des informations justes dont les sources sont vérifiables dans le souci de l'intérêt général. La condamnation, mais aussi la justification. Les journalistes avaient peu de choix dans le traitement de cette information, clament les organisations professionnelles des médias. Au moment où les journalistes devaient s'attendre à une conférence de presse des autorités gouvernementales ou militaires, c'est plutôt à un mur de silence qu'ils ont été confrontés. Dans ces conditions, les médias ont travaillé avec des sources locales et anonymes. Et c'est dans ce contexte que Omega Media a publié des informations dont la véracité n'est pas établie. Cependant, le média aura toutefois fait amende honorable avec la suspension de son rédacteur en chef, soulignent les organisations professionnelles des médias. Omega Media, au moins, a sanctionné son responsable de l'information, présenté ses excuses publiques, et c'est à son honneur et à l'honneur de toute la corporation. C'est un fait majeur qu'il faut noter. Elles ne comprennent donc pas les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication, des sanctions qu'elles jugent disproportionnées et abusives, avant d'ajouter ceci. Tout cela dénote une volonté affichée des autorités de museler la presse et de priver les citoyens de leur droit constitutionnel à l'information, article 8 de la Constitution du Burkina. Puis elle lance un appel quand elle encourage les médias et les journalistes à ne point se laisser intimider par les velléités de musellement de la presse, d'où qu'elles viennent. Aucun sujet, surtout par la question sécuritaire qui endeuille notre pays et remet en cause l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ne doit être tabou ou un sens interdit pour les journalistes. En fin de compte, l'AJB, l'ACEP, le SYNATIC et le CNPNZ trouvent une explication aux sanctions du CSC par cette phrase. L'emballement qu'il y a eu autour de cette faute avouée par Omega et tout ce qui s'en est suivi accrédite à nos yeux la thèse selon laquelle il s'agirait d'une affaire grossie pour noyer le poisson. Première question sur ce sujet, la sanction infligée à nos confrères d'Omega est-elle abusée, Dr Lassina Kabouri? Je rappelle que vous êtes un ancien de la maison CSC, mais à présent vous êtes enseignant-chercheur à l'IPERMIC, l'ex-département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo. Oui, je pense que, je crois que c'est difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette affaire parce qu'en tant qu'ingénieur-chercheur, je n'aime pas trop les positions tout à fait tranchées parce que la problématique est complexe. D'un point de vue historique, ce n'est pas la première fois qu'on constate ce type de situation après une mesure de CSI. Petit rappel historique.
En 2012, le journal Le Quotidien avait été suspendu par le Conseil supérieur de la communication pour diffusion d'images choquantes, insoutenables, etc. Donc, suspension en gros pour une semaine. Et les associations professionnelles des médias ont eu la même attitude qu'en ce qui concerne Omega. 2016 également, il y a eu la suspension de l'événement qui a diffusé un papier sur les poudrières au Burkina Faso. Et vous avez un peu suivi cette actualité. Le tribunal administratif a été saisi. Vous connaissez la fin de cette affaire. Donc, c'est pour dire simplement que le conflit fait partie de la régulation. Le conflit est un élément qui fait partie de l'ADN du régulateur. Donc, il n'est pas surprenant de constater que ce type de réaction-là soit observé, parce que le régulé ne se laisse pas réguler facilement. Voilà, parce que ici, il y a des enjeux de liberté de presse, des enjeux de liberté d'expression, et ce sont tous de part et d'autre des acteurs de la démocratie. Les journalistes sont des sentinelles de la démocratie. L'instant de régulation est une institution d'appui à la démocratie. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des malentendus, voilà, mais le plus important, c'est de garder l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler à faire en sorte que les médias puissent apporter leur contribution justement à l'avancée de notre démocratie, surtout à la résolution de cette crise-là. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire de façon générale. L'une des difficultés aussi au niveau de cette mesure, qui peut être reversée au niveau de la réaction de l'opinion, ou en tout cas des associations, c'est que tous les régulateurs, que ce soit le CSE du Burkina, le CSA en France, le CSA français, la FCC aux États-Unis, etc., ou au plan africain, la HAC au Bénin ou au Togo, ces instants de régulation-là, dès la naissance, on va dire, trimballent, si on peut parler ici en français simple, un péché originel. C'est-à-dire qu'on les suspecte, on les a suspectés, on continue de les suspecter dès la naissance, d'être des institutions liberticides, d'être des institutions venues, en tout cas, casser des journalistes, traquer les hommes de médias jusque dans leur dernier retranchement. Alors que, de mon point de vue, je crois que c'est sur le terrain, à travers la pratique des instances de régulation, qu'il faut travailler, à voir un peu si elles sont efficaces ou pas. Et en ce qui concerne le CSC, j'ai regardé le reportage, le Conseil supérieur de la censure. Depuis la création du CSC, ça veut dire le Conseil supérieur de l'impunité, quand c'était CSI, ensuite le Conseil supérieur de la censure. Voilà, et quand vous lisez un peu la littérature en la matière, on parle de Little Hitler dans d'autres pays. Oui. Voilà, donc du coup, le régulateur a toujours cette suspicion, cette suspicion négative-là, dès qu'il naît, mais c'est à lui de travailler à inverser la tendance à travers, on va dire, des décisions de qualité, à travers des décisions qui soient à la fois légalistes ou légales, ou en tout cas, mais aussi légitimes. Parce que cette décision, elle s'appuie sur des textes. C'est un peu comme le juge. D'abord, il y a les textes, il y a les faits, et puis il y a la mesure qu'on prend. Donc c'est la même chose. Et du coup, il y a eu des pratiques, il y a eu un fait. Les gens se sont appuyés sur les textes qui existent pour prendre la mesure. Maintenant, dans l'opinion, là aussi, c'est compréhensible, on a le sentiment que l'institution a eu un peu la main un peu lourde. Voilà, mais je crois que quand vous relisez un peu la loi qui organise l'instant de régulation, on dit entre autres qu'elle a pour mission de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de presse. Mais il ne faut pas également, je veux dire, suspecter l'institution forcément d'être dans une volonté de censure. Docteur, le souci est que la suspension totale n'est pas la seule sanction. Okay. Il y a une suspension partielle qui existe. On décide de suspendre quelques programmes du média, ou peut-être une journée, quelques temps. Mais pourquoi forcément condamner un média à arrêter tous ces programmes pendant 5 jours, docteur, 5 jours? Oui, c'est ça. Je crois que là, non, je crois qu'on va aller, En fait, l'idée, c'est peut-être, il faut peut-être voir même les répercussions économiques de cette suspension. Absolument, voilà. Avec les annonceurs. Avec les annonceurs, également aussi les répercussions en termes d'image sur la radio, sur sa crédibilité. Et comme je l'ai dit, Omega est dans la même situation que Le Quotidien en 2012 et l'événement en 2016. Mais cela, je ne veux pas dédouaner le régulateur. Je vais simplement dire que le conflit fait partie de la régulation, mais de mon point de vue, un bon régulateur, c'est celui qui sanctionne le moins. Et la sanction doit être la solution ultime. C'est-à-dire que lorsqu'on a épuisé tous les recours possibles, c'est en ce moment qu'on peut brandir la sanction. Et le régulateur, c'est quelqu'un qui doit faire preuve de sagesse. Et voilà, parce que quand vous regardez les 9 sages qu'on a au CSC, voilà, si on veut faire la moyenne d'âge et comparer un peu à la moyenne d'âge dans les rédactions, on va dire que les aînés sont du côté du CSC. Absolument. Donc il doit faire preuve de sagesse, il doit faire preuve de pédagogie.
parce que c'est comme ça, de mon point de vue, qu'on peut faire avancer les choses. Et le régulateur aussi doit travailler à faire en sorte que, en termes de, que ces mesures soient les plus proches possibles, on va dire, de la légitimité. Même si elles sont légales, il faut également qu'elles tiennent compte du contexte du moment, parce que nous sommes dans une période de crise sécuritaire. Donc, du coup, les réflexes professionnels ne sont pas toujours, on va dire, ne remontent pas toujours à la surface au quotidien. Donc, de temps en temps, il y a des petites fautes, parce que ne nous voilons pas la face, les journalistes ne sont pas des super-héros, ce sont des êtres humains, et c'est difficile dans toute profession, fût-elle journalistique ou pas, qu'on exerce la profession sans commettre de fautes. Il arrive de temps en temps qu'il y ait de fautes, mais c'est au régulateur, de mon point de vue, de travailler à faire preuve de pédagogie et d'éducation aux médias, de manière à ce que, sur le long terme, parce que cette crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'achever, cette crise sécuritaire, donc ce sont des alliés, notamment dans le cadre de la lutte contre cette crise sécuritaire, et il faut travailler à les accompagner, parce que moi je vois le CSE comme une institution de développement des médias, une institution d'appui des médias, et non une institution liberticide créée pour casser les journalistes. Donc, pour résumer un peu ma pensée, je pense que la sanction, moi j'estime que ce n'est pas... en fait, moi, comme je l'ai dit, le meilleur régulateur, c'est celui qui sanctionne le moins. Voilà, donc ici, peut-être, bon, les arguments ont été avancés, hein, mais on ne va pas revenir là-dessus parce que la sanction a déjà été consommée. Oui, mais il faut bien qu'on explique, docteur, aux populations, parce qu'il y a les organisations de médias qui dénoncent aussi cette sorte de deux poids, deux mesures. 18 médias épinglés, et c'est le groupe Omega seul qui est sanctionné. On a cité RFI, on a cité beaucoup d'autres médias qui ont relayé les mêmes informations qui se sont avérées erronées, mais ces médias ne sont pas encore sanctionnés. C'est le groupe Omega qui est sanctionné. C'est à ce niveau que le problème se situe également. Oui, non, je suis d'accord, effectivement, ça donne l'impression, dans l'opinion en tout cas, ça donne l'impression que c'est deux poids, deux mesures. Je ne sais pas les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise. C'est vrai qu'on a annoncé des auditions des autres médias, mais jusque-là, bon, la semaine finit aujourd'hui, rien n'a été dit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que la sagesse, je parlais le régulateur doit être un homme sage. C'est-à-dire que la sagesse aurait voulu peut-être qu'il prenne un peu plus de temps pour regarder un peu de façon globale, de façon holistique, la situation, et d'organiser des auditions groupées et de faire en sorte qu'à l'arrivée, voilà, que les sanctions peut-être soient les plus équitables. Parce que la régulation, c'est l'équité aussi. Également. Voilà, c'est ça. Donc, de mon point de vue, peut-être que sur le terrain de l'équité, voilà, les critiques peuvent être comprises en tout cas. Chaka, la sanction administrative à l'interne du groupe Omega n'aurait-elle pas suffi? Bon, moi, je pense de toute façon que les sanctions du CSE sont excessives, hein, pour être court, parce que je situe seulement le contexte dans lequel les événements se sont déroulés. Je me situe à la place soit du journaliste responsable de l'information ou même de la rédaction. Si la source qui a donné l'information sur Solhan, qui s'est révélé vrai comme événement, a donné la même information sur l'autre qui ne s'est pas avéré vrai, je me situe à la place de la rédaction. Donc, j'explique que la faute a pu arriver de façon involontaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une intention quelconque. Dans la volonté d'informer l'opinion. Il n'y a pas une intention quelconque de nuire ou de faire ceci, cela. Et cette dimension devait avoir joué dans la décision du CSE, ajouté aux autres aspects qui sont que l'information a été très largement diffusée, aussi bien au Burkina qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Donc, l'impact de l'action de Omega, à mon avis, n'était pas vraiment de nature à susciter la sanction. Et comme vous l'avez dit tantôt, il y avait plusieurs formes de sanctions qui étaient possibles, qui se seraient allées plutôt dans le sens du symbolisme, pour lancer un message à tout le monde médiatique sur la nécessité de faire très attention au traitement des informations. Et ça aurait été beaucoup plus pertinent, à mon avis, pour le CSE en tant qu'organe de régulation, d'attirer l'attention plutôt que d'installer un sentiment d'injustice encore. Si on prend en compte la réaction des organisations professionnelles, c'est clairement un sentiment d'injustice qu'elles évoquent. Donc, est-ce que le CSP n'a pas raté ici son coup, sa mission? Je ne sais pas. Ensuite, si d'aventure, dans le futur, les deux autres organes dont ils ont parlé, RFI et la RTB, ne sont pas auditionnés,
Donc le sentiment qu'il y a eu une injustice pour Omega va se confirmer, malheureusement. Est-ce que la liberté de presse au Burkina Faso a-t-elle pris un coup suite à cette sanction? Oui, c'est un coup qui a été pris, mais ce n'est pas un coup, je dirais, définitif, parce que nous avons atteint un niveau déjà de liberté de presse qu'il sera difficile de refluer totalement. Donc cet événement, je pense, il est conjoncturel, il est passager, et on va avoir une période aussi très large où on n'aura plus ce type de situation-là. En tout cas, moi, j'attire l'attention du CSC de mieux étudier les cas avant d'agir aussi lourdement qu'elle ne l'a fait dans le cas de Omega. S'ils avaient peut-être attendu 2 jours pour voir que d'autres médias ont diffusé l'information et qu'il y ait une audition groupée de tous ceux qui ont diffusé l'information et que cette information s'avère inexacte, qu'on puisse envisager une sanction soit collective ou bien on ne prend pas du tout de sanctions. Et là, le CSC serait resté dans son rôle et aurait eu toute la légitimité en ce moment, y compris du monde médiatique, mais aussi de l'opinion publique en général. En tout, 18 médias épinglés pour manquement professionnel dans le cadre du traitement de l'attaque de Solhan. Docteur, d'une manière générale, comment est-ce que vous trouvez le niveau de traitement de l'information dans les différentes rédactions en cette période dite sensible? Oui, je pense que globalement, on va dire que voilà, on peut dire que tout est rose, tout est satisfaisant. Il y a des hauts et des bas. Et avant même, on va dire, voilà, on va dire l'avènement de cette crise sécuritaire, la presse burkinabé avait bonne presse au plan ouest-africain parce que c'est l'une des presses les plus pondérées. Nous n'avons pas trop de titrologues, nous ne sommes pas tombés pas dans les excès, par exemple, de Radio 1000 Collines, etc. Donc, grosso modo, le niveau de professionnalisme est satisfaisant. Et c'est un travail qui est difficile, ce que les journalistes mènent comme activité. C'est un travail qui, voilà, moi j'ai coutume de dire, là, comme là c'est un peu l'enseignant qui parle, un journaliste peut envoyer plus d'âmes au ciel qu'un curé ou un imam. C'est pour simplement montrer l'importance du travail d'éveil des consciences, le travail de redevabilité en période de crise. C'est pour dire simplement que quand on lit aussi les différents rapports du CSC, nous y sommes, nous y restons. L'un des griefs qui revient régulièrement, c'est le problème du recoupement de l'information. Voilà, on estime qu'on ne recoupe pas suffisamment. Mais ça, c'est un débat qu'on peut poser. Je sais que quand on essaie de faire preuve d'empathie, parfois vous essayez de trianguler, vous essayez de recouper l'information. Mais dans certaines situations, c'est un peu difficile parce que le problème de l'accès aux sources aussi se pose. Oui, absolument. Voilà. Avec les décrets d'adoption, les décrets liés à cette loi qui autorise les journalistes à avoir accès aux informations qui traînent depuis 2015-2016. C'est ça. Oui, c'est ça, la loi a été adoptée sur l'accès aux documents administratifs, mais en termes de mise en œuvre, voilà, peut-être que les lignes n'ont pas encore suffisamment bougé. Mais c'est incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible, mais ça peut s'expliquer par le fait aussi que la liberté de presse aussi, c'est un rapport de force. Voilà, mais la loi a déjà été adoptée, docteur. Oui, non, la loi a été adoptée. Maintenant, les textes d'application, parfois, ça pose problème. On a le même problème au niveau de la publicité aussi, les choses sont en train de bouger. On prend des textes, mais en termes de mise en œuvre, parfois, ça prend un peu du temps. Et comme je l'ai dit, derrière même, puisque la loi est un outil de gestion des hommes et de la société. Et dans le domaine des médias, on se rend compte derrière l'adoption de la loi aussi, il y a un rapport de force. D'un côté, la volonté de faciliter, ou en tout cas de créer les conditions pour un traitement, pour une collecte, un traitement et une diffusion de l'information, donc du côté des journalistes. Mais il y a aussi une exigence, une volonté aussi de protéger les institutions, les citoyens et les personnalités contre les abus liés à cette liberté. Donc si bien que quand on regarde, on fait un peu l'histoire même du code de la presse au Burkina Faso, par exemple, quand vous voyez le texte de 93, voilà, vous voyez que finalement, ça a été adopté dans des conditions un peu particulières aussi. Donc il était libéral, mais avant, 92, 90, c'était un peu plus coercitif. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec 2015, notamment le paquet de lois qu'on a adopté, la dépénalisation est en marche. Voilà. Donc, il y a des avancées de ce point de vue-là, mais il y a également aussi, de mon point de vue, des insuffisances qu'il faut combler, notamment au niveau des pratiques professionnelles. Il faut recouper. Il ne faut pas que la course au sensationnel ou au scoop, voilà, prenne le dessus sur l'éthique et la déontologie, parce qu'il faut mettre toujours l'intérêt général, le professionnalisme devant, enfin, au-delà de toute
considérations professionnelles. Donc c'est un peu ça l'idée. Et puis il y a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent, les web activistes. Voilà, aujourd'hui le journaliste n'est plus seul sur le segment de la production, de la diffusion de l'information. Vous avez également ces journalistes-là, enfin en griffe, c'était les appels des journalistes amateurs ou en tout cas des journalistes ordinaires, qui également aussi sont suivis sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup de followers, les influenceurs et autres. Donc l'un dans l'autre, à l'heure de la convergence des technologies, c'est avec les contenus journalistiques qui sont sur les médias classiques, parfois convergent vers le contenu au niveau des réseaux sociaux et vice-versa. Si bien qu'à un moment donné, le consommateur de l'information, parfois, n'a pas toujours on va dire quoi, la culture médiatique nécessaire, n'a pas toujours le recul critique nécessaire pour pouvoir consommer cette information-là avec beaucoup plus de manière avisée, en fait. C'est l'une des difficultés qui fait que, c'est une des difficultés qui génère, ou en tout cas qui augmente le taux de fake news qu'on croise sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu ça la complexité de la situation. Alors, l'autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est bien l'annonce de la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Après 7 ans d'intervention au Sahel, l'initiative française prend fin. Mais que vaut réellement l'opération Barkhane? Quelle est son histoire? Élément de réponse dans ce sujet. Nous sommes en janvier 2013. Les groupes armés islamistes s'emparent de la partie nord du Mali et menacent de descendre sur Bamako. Et c'est là que le Mali fait appel à la France qui l'aide à repousser l'offensive terroriste à travers l'opération Serval. Elle arrive à stopper l'avancée des djihadistes au grand bonheur des populations qui accueillent ici François Hollande comme un héros lors d'une visite à Bamako. L'opération s'est poursuivie jusqu'en juillet 2014 avant d'être remplacée par la force Barkhane avec une emprise plus grande au-delà du Mali pour s'étendre sur la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, soit un vaste territoire de presque 5 millions de kilomètres carrés. Barkhane, c'est 5100 soldats, 200 véhicules blindés, 20 hélicoptères, 6 avions de chasse. Après plus de 6 ans d'intervention au Sahel, aux côtés des pays cités, la force ne parvient pas à atteindre les objectifs escomptés. En Afrique, beaucoup parlent d'échec et même en France, l'opération est plus que jamais impopulaire alors que la France a perdu une 50aine d'hommes dans cette guerre contre les forces terroristes. Au Mali comme ailleurs, de plus en plus on appelle au départ de cette force. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron annonce sa fin et l'arrivée d'une nouvelle alliance internationale pour contrer les persécutions terroristes au Sahel. Et c'est au lendemain de cette annonce de la fin de Barkhane que le chef de la diplomatie française est arrivé à Ouagadougou. Jean-Yves Le Drian rassure, la France ne quitte pas le Sahel, mieux, elle réitère son soutien au Burkina Faso pour endiguer l'hydre terroriste. Au moment où le ministre des Affaires étrangères français franchit la porte du palais de Kosiam, la France vient de mettre fin à l'opération Barkhane sous sa forme actuelle et surtout, il y a 7 jours, les terroristes tuaient 132 personnes au moins à Solane, dans le Sahel burkinabé. Je suis venu saluer le président Kaboré pour présenter au président Kaboré les condoléances de la France, notre empathie à l'égard du peuple burkinabé à la suite de ce carnage qu'a vécu la population de Solon. Et dire aux autorités du Burkina toute notre amitié, notre affection et notre volonté de continuer à agir ensemble contre ce poison qui est le terrorisme. Une action d'ensemble, mais avec quelle stratégie? Le chef de la diplomatie française précise encore le rôle de la présence militaire de la France dans la région du Sahel. D'abord, poursuivre la lutte contre le terrorisme. Et dans les déclarations du président de la République, évidemment, la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités. Même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté et que nous voulons engager des consultations pour essayer de transformer ce modèle dans un modèle qui soit moins un modèle d'empreinte territoriale des forces françaises qu'un modèle de coopération et de soutien à l'égard des forces qui sont
les forces des pays concernés. Et l'un des pays concernés, le Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian, sera interrogé sur l'éventualité de l'implantation d'une base militaire française au Burkina. Et il n'y a pas d'intention de notre part d'installer une base militaire spécifique au Burkina. Par contre, il y a notre volonté d'agir avec les forces burkinabées pour combattre l'ennemi commun qui est le terrorisme. C'est le seul ennemi commun, mais il est partagé. Contrairement à l'impression de plus en plus répandue au sein des populations des pays du G5 Sahel, celle du manque de franchise de la France dans sa coopération militaire avec les pays concernés, on parle même de sentiments anti-français, ce que ne croit pas Jean-Yves Le Drian. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas sûr de le constater là où je vais. Et la seule volonté que nous avons, c'est de combattre avec les forces conjointes du G5 Sahel pour que le terrorisme ne s'impose pas comme la loi dominante pour les populations concernées. C'est pour ça que la France est là. Avant de venir au Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire à l'inauguration d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette visite du ministre des Affaires étrangères français intervient au moment où on annonce la fin de Barkhane après 7 ans d'intervention Siaka. Est-ce un aveu d'échec de la part de la France au Sahel? Oui, je pense que les autorités françaises ressentent très vivement certaines déclarations d'associations, de mouvements de jeunes qui se sont déroulées au Mali ou au Burkina Faso concernant donc la présence militaire française dans nos pays. Et en janvier 2020, exiger en quelque sorte que les chefs d'État se prononcent clairement sur cet engagement de Barkhane dans nos différents pays. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français? Moi, je ne peux pas donner d'éléments définitifs sur cette question, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de quoi s'interroger sur l'efficacité de l'intervention française en Afrique, notamment au Sahel, pour la simple raison que au moment où la France intervenait, en janvier 2013, Serval, le terrorisme était largement contenu à la frontière nord du Mali et de l'Algérie. Donc c'était au-delà de Kidal, dans les massifs, que les opérations se déroulaient. Hormis cette descente que les terroristes avaient tentée et qui s'était arrêtée au niveau de Gao, et ils étaient continués à ce niveau-là. Aujourd'hui, 7 ans après, on voit que les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez l'information de la dernière attaque. Attaque qui a fait 3 soldats tués. Cela signifie que, nonobstant la présence, malgré la présence militaire française dans le Sahel, les terroristes ont pris plus de terrain. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans les secrets des autorités ou dans les subtilités de la réflexion stratégique, etc., qui fait ces constats, est bien obligé de s'interroger sur l'efficacité donc de la force de Barkhane. Et c'est ce que les citoyens font, ne disposant pas d'autres éléments d'analyse, etc., etc. Donc, c'est cette situation-là qu'il faut planter et présenter, disons, dans le débat qui pourrait avoir lieu entre nos dirigeants et ceux de la France, pour expliquer que ce n'est peut-être pas un sentiment anti-français en termes donc de quelque chose de comparable au racisme, mais c'est plutôt l'intérêt des citoyens africains de voir mettre fin à cette situation du terrorisme-là dans leur zone. Et dans la grande réflexion sur comment on y met fin, on peut s'interroger sur la pertinence ou l'efficacité de la force Barkhane. D'ailleurs, les autorités françaises y ont répondu. Je pense que ça a été fait trop précipitamment. Ça, c'est mon opinion personnelle. Parce qu'en moins d'une semaine, 10 jours, on est passé d'une éventualité, lorsque Macron était en Afrique du Sud, il a commencé à parler du problème, à une décision de suspension de la coopération militaire avec le Mali d'abord, puis de retrait de Barkhane. Donc je pense que c'est allé un peu vite, mais toujours est-il que, selon le ministre des Affaires étrangères, la France ne se retire pas totalement du Sahel. La France redimensionne sa présence militaire
et change de mode opératoire. Donc elle va rejoindre la force Takuba, qui est une force d'accompagnement des armées nationales du Sahel pour faire face au terrorisme, et non plus une lutte pied à pied entre la force française et les terroristes dans le désert. Donc, ils vont changer le modèle. Il y aura cet accompagnement des armées nationales. En plus, il y aura les forces spéciales qui seront présentes. Et qui dit force spéciale, dit quand même certaines opérations qui vont quand même avoir lieu. Et dans le même temps, on a vu circuler donc ces décrets sur la force spéciale au Burkina Faso. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas en coopération avec la France que nos autorités ont décidé également de modifier le format de la force spéciale qui existait pour pouvoir prendre en considération la nouvelle offre qui fait la France aux armées nationales des pays du Sahel pour pouvoir bénéficier nous aussi d'une force qui puisse nous permettre de gagner notre indépendance sécuritaire. Alors, Siak, est-ce que ce sentiment de méfiance vis-à-vis de la France ne s'explique pas aussi par les différentes prises de position de la France elle-même? Quand, en Côte d'Ivoire, vous validez un 3e mandat d'Alassane Ouattara et qu'en Guinée, vous êtes contre le 3e mandat du président guinéen et que vous êtes contre le coup d'État d'Assimi Goïta et que vous acceptez la passation de pouvoir au fils d'Idriss Déby au Tchad, est-ce que ces prises de position également ne facilitent pas toutes ces réactions? Oui, ça c'est la dimension politique du problème que vous évoquez. Et effectivement, les citoyens africains, ouest-africains disons, ont eu à partir de tous ces événements l'impression que je résume d'une France trop présente, qu'elle soit pour le 3e mandat ou pour la succession dynastique au Tchad et refus de la situation au Mali. Ce qu'on constate, c'est que la France est trop présente dans les affaires africaines. Ce qui peut expliquer que ces affaires africaines, au plan politique, ne sont jamais stables. Parce qu'effectivement, si les 3e mandats ont pu se faire, il y a la tentation que d'autres essaient de le faire dans leur pays. Et on a le Burkina Faso qui est aujourd'hui dans cette situation. Notre président a fait dans son 2e mandat, il est possible d'évoquer un 3e mandat. Le Sénégal également est dans cette position-là. Mais plus près de nous, effectivement, le traitement que la France a fait du cas tchadien a ouvert la porte à beaucoup d'abus dans le domaine donc de l'interventionnisme militaire dans les affaires politiques, qui avait presque réussi, la CEDEAO avait presque réussi à régler cette question-là, en sanctionnant toujours les militaires quand ils arrivent à prendre le pouvoir. Et très rapidement, ces militaires ont été obligés de remettre le pouvoir à des civils. Le fait d'avoir validé la prise du pouvoir au Tchad par le colonel Mahamat Idriss Déby, mais surtout lorsque vous étudiez les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Au Mali, il y a eu une consultation pour trouver un président civil en Badao. Ensuite, il y a eu une consultation pour créer le CNT, mais il n'y a pas eu tout ça au Tchad. L'armée a tout juste donné. Voilà, l'armée a tout juste donné le nom de Mahamat Idriss Déby, et c'est passé comme ça. Après, la Cour constitutionnelle a essayé de donner son avis. Mais vous avez 2 choses au Tchad qui font qu'on ne peut plus croire en la France dans la protection des valeurs démocratiques. D'abord, le gouvernement est constitué de militaires. Vous avez 15 généraux dans le gouvernement. Ça veut dire que c'est directement l'armée qui dirige l'État. Et en même temps, on demande à certains d'autres de ne pas le faire. Le pouvoir au Ensuite, civil. il n'y a que dans la charte de la transition du Tchad, vous avez dans l'article 97 que le président de la transition, c'est-à-dire Mahamat Déby, peut prolonger la transition sans recourir au CNT. Ce qui a été rejeté ni au Conseil constitutionnel. Donc c'est comme une sorte de blanc-seing qui a été donné au Tchad. Et les mots que le président Macron a utilisés pour accompagner la situation, c'était des mots presque d'amour pour cette situation qui s'était déroulée. Donc comment comprendre que quelques semaines après, dans le cas malien, ils prennent cette position contraire en disant que la CEDEAO a fait une faute en laissant Assimi Goïta à la tête du Mali. Donc c'est difficile pour les Africains de comprendre ces 2 poids 2 mesures, même si déjà le sentiment est qu'on voudrait se voir éloigné donc des militaires à la tête des États, mais avec ce qui se passe, c'est difficile de valider cette théorie-là maintenant.
Jean-Yves Le Drian a également réagi à cette affaire qui fait grand bruit en ce moment. Le Burkina Faso s'est senti humilié et vexé suite à une chronique diffusée sur la radio France Europe 1. Une chronique sur l'attaque de Solhan dans laquelle le journaliste tient des propos jugés injurieux par l'ambassadeur du Burkina Faso en France. J'ai toujours l'habitude de laisser aux journalistes la responsabilité de leurs propos. En ce qui concerne la France, c'est le ministre qui parle ou le président de la République. Et c'est le seul, à ma connaissance, habilité à parler au nom de mon pays. J'ai, à cet égard, fait des déclarations très claires à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je pense que vous les avez lues. En tout cas, beaucoup de journalistes burkinabés les ont lues et les ont reprises. Il faut faire référence à cela. Docteur Kaboré, rapidement une réaction à cette situation. Une chronique, c'est un genre journalistique, mais qui est très mal perçu au Burkina Faso. Oui, tout à fait. Je crois que l'ambassadeur qui a mieux suivi, en tout cas, cette chronique, certainement a dû, en tout cas, réagir parce qu'il est dans le contexte, donc il maîtrise mieux, en tout cas, les tenants et les aboutissants de cette chronique. Mais de façon générale, je pense qu'ici, moi, je renvoie le problème à travers un œil burkinabé. Par exemple, comment réguler un peu ça? Comment un peu réguler ça, parce que voici on va dire quoi, une chronique qui a été diffusée en France, j'imagine aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la convergence technologique, peut se retrouver par exemple sur la grande toile, sur Internet. Comment à partir du Burkina Faso, par exemple, on peut envisager de réguler ça? Donc ça, c'est vraiment un problème difficile à cerner et ça montre un peu la complexité aussi de ce phénomène-là. Peut-être que ça, c'est des idées comme ça que je jette dans un pavé que je jette dans la mare. Peut-être qu'il aurait aussi... On aurait peut-être envisagé que le CSC et le CSA français, par exemple, essaient de regarder ensemble ce qu'on peut faire dans ce type de situation-là. Et là, ça montre la problématique de la régulation des contenus, on va dire, transnationaux, qu'on n'arrive pas toujours à cerner. Et le régulateur, parfois, a des soucis, a parfois quelques difficultés, même si parfois les médias internationaux ont des représentants, on va dire, résidents dans nos contextes. Donc ça, c'est également l'idée qui me vient à l'esprit. Et là, ça m'amène à réévoquer encore la situation des mesures, là, où on a eu l'impression que c'était 2 poids 2 mesures. Parce que comment réguler ces médias transnationaux quand on n'a pas les rédactions sur place, même si ces médias-là ont des représentants locaux. Et ça me fait penser aussi, là aussi, c'était une publicité aussi sur les médicaments qu'on avait interdits sur les antennes de la RTB et qui, paradoxalement, passaient par exemple sur des médias internationaux reçus au Burkina Faso ici. Donc du coup, je pense que ça, ce sont des pistes de réflexion pour la régulation de demain. Il faut que le régulateur travaille à se réinventer. Il faut qu'il travaille également à trouver de nouveaux outils de régulation pour pouvoir nous aider à consolider notre démocratie, à éviter ce genre de situation que notre diplomatie en France a estimé, en tout cas, pas tout à fait intéressante, en tout cas pour notre pays en termes d'image. Merci bien, Dr Kaboré. Cette semaine, Assimi Kwanda a été conduit à sa dernière demeure dans l'intimité familiale à domicile à Ouagadougou. Mais avant, le dernier directeur de cabinet du président Blaise Compaoré, décédé à Abidjan, a reçu les hommages de ses amis, de ses adversaires et même du gouvernement. Désormais, c'est ici, dans cette intimité familiale, que repose Assimi Kwanda, l'ancien directeur des cabinets de Blaise Compaoré, décédé le 1er juin dernier à Abidjan. Il avait 65 ans. Il avait quitté le pays à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il n'en reviendra pas. Militant de haut rang dans sa formation politique, cette disparition subite laisse un vide. L'émotion est grande au sein de la famille biologique et politique. La politique a aussi, dans notre pays, été marquée par des moments douloureux. Et nous souhaitons que ces moments puissent être définitivement conjurés par l'esprit de la réconciliation nationale qui se profile au niveau de notre pays. Le camarade Assimi Kwanda est parti sans avoir l'occasion de revenir de lui-même au pays pour apporter sa contribution. Mais enfin, le parti va poursuivre son œuvre et nous pensons que cette œuvre, c'est de construire le Burkina Faso. Cette triste nouvelle est aussi ressentie au sein de ses collègues des différentes facultés de l'université de Ouagadougou. L'homme avait une plume particulière.
Spécialiste des études arabo-musulmanes, auteur de plusieurs ouvrages et d'articles, la direction de l'université Joseph Kizerbo lui témoigne ses reconnaissances. En 10 ans de carrière, il a encadré avec succès et 10 étudiants qui ont soutenu leur mémoire de maîtrise entre 1984 et 1993. Il a publié de nombreux articles sur l'islam et l'historiographie donc de façon générale. Aussi, à maintes reprises, il a facilité l'accès donc du département à des ressources pour l'organisation de colloques et la publication d'ouvrages. Il a contribué récemment, en 2020, au mélange offert au professeur Georges Madiga, au professeur Samuel Salo et au professeur Amidou Diallo à l'occasion de leur départ à la retraite, avec pour contribution les chefs traditionnels mossés musulmans à l'épreuve du compromis. En cette circonstance douloureuse, les témoignages d'une vie professionnelle, religieuse et politique convergent vers des qualités de grands travailleurs et loyaux. Le gouvernement burkinabé rend à son tour un hommage mérité à cet illustre homme politique pour le service rendu à la nation. Et ces mots traduisent essentiellement la tristesse de la disparition de M. Assimi. Ces mots ont relaté aussi que dans sa vie universitaire, professionnelle administrative, M. Assimi a été un grand serviteur de l'État. On se souvient de ses récentes positions, notamment en tant que directeur de cabinet du président du Faso et ministre d'État auprès du président du Faso. Nous n'avons pas donc omis de rappeler qu'il a servi donc la nation. Maire de la commune de Nongor-Massam entre 1989 à 1991, ambassadeur de Burkina au Maroc en 2004, l'homme était exilé en Côte d'Ivoire. Le décès de cet exilé politique intervient alors que le Burkina Faso a entamé un processus de réconciliation nationale pour lequel le ministre Zéphérine Diabré a lancé un appel pour le retour des exilés politiques. Deuxième partie de ce magazine, je vous le disais plus haut, ce 13 juin, le monde entier célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il est question de se pencher sur la situation des personnes atteintes d'albinisme. Quelle est la situation des albinos au Burkina Faso sur ce plateau? Deux invités pour en parler. Dr Moumouni Niaoune, directeur exécutif de l'ONG Pool for Progress. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À ma droite, Adama Guéné, infirmier d'État délégué aux questions de l'éducation et de la santé au sein de l'Association des femmes albinos du Burkina Faso, en abrégé AFABA. Bonsoir messieurs, bienvenue. Alors, bonsoir et merci. Aujourd'hui, quelle est la situation des albinos au Burkina Faso? Comment un albinos vit aujourd'hui dans la société burkinabé, une société où les préjugés ont pris le dessus sur ces personnes? Ok, bonsoir et merci de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à vos téléspectateurs. Il faut dire que la vie des personnes atteintes d'albinisme au Burkina, d'abord ça peut varier d'un individu à un autre et d'une localité à une autre. Voilà, mais de façon générale, on peut retenir que les personnes atteintes d'albinisme au Burkina vivent en fait la stigmatisation. Voilà, la stigmatisation à partir du moment où ils ont une couleur de peau qui est différente de la couleur générale de la population. Des gens les voient qu'une personne qui ne leur ressemble pas. Maintenant, si je dis que ça varie d'une personne à une autre, au niveau des enfants, c'est là-bas que ça se ressent le plus. Imaginons qu'un enfant part à l'école et les autres enfants refusent qu'il s'assoie à côté d'eux, sur les mêmes bancs. Voilà, donc c'est de façon ramassée. Voilà ce que nous pouvons retenir de la vie des personnes atteintes d'albinisme au Burkina sur le côté social. Alors, docteur Diouné, il y a toute une organisation derrière ces personnes pour les aider à surmonter tous ces préjugés. Oui, absolument, parce que cette question des problèmes des personnes vivant avec l'albinisme ne doit pas être une question uniquement des albinos. Il faut que tout le monde soit impliqué. Et justement, Pool for Progress, en association avec d'autres structures comme celle de Slamazone, et voilà, et l'AFAB même, qui est l'association des femmes albinos, on travaille ensemble pour que la question revienne dans le calendrier des décideurs,
afin que justement on puisse trouver des solutions. Mais de façon globale, la personne albinos peut être vue comme une personne vulnérable à plusieurs titres. Déjà, la pauvreté, parce qu'il faut avoir accès à l'éducation, aller loin à l'école. Je n'ai pas dit que c'est seulement par l'école qu'on peut avoir de l'argent, mais avoir de l'éducation permet d'augmenter la chance de pouvoir travailler. Et malheureusement, les personnes albinos n'ont pas beaucoup de chances, d'opportunités d'aller très loin dans les études, au vu des handicaps, que ce soit oculaire, et même la perception que la communauté a. Si un enfant n'est pas soutenu par sa famille, si la société a un mauvais regard sur un enfant, il peut se replier sur lui-même et sa personnalité peut se briser. Justement, le manque de confiance de cet enfant peut conduire plus tard à un adulte qui a un faible rendement. Donc, les personnes albinos se retrouvent dans un cercle vicieux où la pauvreté conduit à l'accès plus difficile aux soins. Donc, ils vont être malades et malheureusement, cette maladie peut conduire au décès et aussi conduire à la pauvreté. Et en général, les statistiques disent que les personnes albinos meurent entre 30 et 40 ans de cancer, généralement de cancer de peau. Et ça, ce n'est qu'une dimension, parce que la dimension pour moi même la plus grave, c'est la dimension psychologique. Le poids de la société, vu les pesanteurs. Des études ont montré que les personnes albinos sont victimes d'agressions physiques, d'assassinats, d'agressions sexuelles. Au Burkina aussi. Alors, c'est vrai qu'au Nigeria, on parle de sacrifice d'albinos dans plusieurs États. Oui. Est-ce qu'au Burkina Faso, nous connaissons cette situation? Je pense que peut-être il va répondre. Moi, je n'ai pas lu d'articles ou de travaux de recherche concernant cela. Mais bon, c'est d'ailleurs une invite que les chercheurs mettent cela dans l'agenda et qu'on ait plus d'informations sur la personne albinos, sur ce qu'elle vit, afin que les décisions qui seront prises concernant ce groupe spécifique soient des décisions rationnelles, basées sur l'évidence scientifique, et donc des décisions qui seront à même de régler au mieux possible leurs problèmes. Monsieur Guéné, tout à l'heure, on parlait du cas du Nigeria où des albinos sont sacrifiés. Est-ce qu'au Burkina Faso, nous connaissons cette réalité? Oui, au Burkina Faso, au niveau de l'association, nous avons enregistré des tentatives d'enlèvement, des tentatives d'assassinat. Mais justement, ce qui doit nous faire peur aussi, c'est ce manque en fait, de données là. C'est le fait qu'on n'arrive pas à savoir exactement est-ce que ça se passe au Burkina. Parce que quand vous voyez les personnes atteintes d'albinisme, on dit qu'ils sont inégalement répartis en fonction des régions. On a le centre Est, où il y a assez de personnes atteintes d'albinisme. Il y a les cascades, il y a le plateau central, il y a le centre. Mais c'est pour dire quoi? Dans ces zones où il n'y a pas de personnes atteintes d'albinisme, qu'est-ce qui se passe? On doit se poser ces questions. Voilà, c'est ce que le docteur venait de souligner. C'est aussi une invite aux gens de chercher des données à l'autorité, de s'impliquer, quitte à ce qu'on puisse avoir des données claires sur la situation des personnes atteintes d'albinisme au Burkina, afin de tirer maintenant des leçons, si toutefois il y a ces pratiques ici ou pas. Alors, est-ce que vous faites l'objet de stigmatisation dans votre milieu de travail? On a parlé tout à l'heure du cas des enfants. Vous exercez déjà dans un milieu professionnel, vous êtes infirmier d'État. Est-ce qu'autour de vous, vous sentez cette stigmatisation? Oui, ça arrive souvent. Voilà, que des personnes qui viennent vous voir pas en tant que professionnel de santé forcément, mais déjà en tant qu'individu qui ne ressemble pas aux autres, un patient peut se présenter à vous et trouver peut-être que le fait que vous êtes albinos, peut-être que vous n'êtes pas mieux habilité à le prendre en charge, il peut émettre des doutes. Bon, souvent c'est tout à fait aussi naturel. Le patient a-t-il déjà refusé vos soins? Quelquefois. Quelquefois, et surtout des enfants par exemple qui peuvent avoir naturellement peur de toi parce que voilà, tu ne ressembles pas aux autres, peut-être que tu es quelqu'un qui n'a jamais vu. Voilà, souvent la personne peut avoir des zones de réserve, mais bon, il faut noter aussi qu'on est formé à répondre à ces genres de situations, voilà, à gagner la compassion du patient de toutes les façons. Même si je n'étais pas blanc, d'abord il y a déjà cette communication que je devais faire avant pour avoir sa confiance avant d'aller aux soins. Voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État? Ok, il faut dire que nos attentes sont
innombrables, comme on peut le dire, mais de façon résumée, il y a une question qu'on doit encore répéter. D'abord, c'est avoir la situation des personnes atteintes d'albinisme au Burkina. Une situation claire. Une situation claire à travers des statistiques qui précisent, voilà, en termes de quantité, voilà, combien nous sommes, quels sont ce que les gens ressentent. Parce que moi, je peux le dire ici, ce que je ressens, mais qu'est-ce que celui qui est à Banfora ou bien celui qui est au centre-est, voilà, dans son milieu ressent. Voilà, ça c'est d'abord la première des choses pour pouvoir faire un diagnostic et maintenant s'il faut prendre des mesures pour que les mesures soient vraiment adaptées. Voilà, il y a cela. Il y a le fait aussi que le cancer de la peau est notre cause de mortalité primordiale. Voilà, parce que pour pouvoir même parler de tout, il faut d'abord vivre. Et si nous n'arrivons pas à vivre au-delà de 30 ans, ça veut dire que ça doit être aussi notre priorité. Il y a cela. Il y a la question éducative. Parce qu'on vient de le souligner, c'est un cercle. Si la personne atteinte d'albinisme n'est pas allée loin à l'école, ça veut dire qu'il va travailler, il va nourrir sa famille. Et qu'est-ce que l'environnement du Burkina lui propose? L'agriculture, la maçonnerie, etc., etc. Donc il y a le fait que nous plaidons que cette question d'éducation soit aussi prise au sérieux par les décideurs politiques, surtout au niveau du ministère de l'Éducation, pour que les enfants puissent aller loin à l'école avec les moyens spécifiques dont ils ont besoin. Voilà. Il y a aussi le fait que les personnes atteintes d'albinisme ont besoin d'un certain nombre de matériel, comme les crèmes solaires, les chapeaux, etc., etc. Que les décideurs... Des besoins spécifiques. Voilà, des besoins spécifiques pour se prévenir contre le cancer. Il y a des pommades qu'il faut frotter. Il y a le fait qu'il doit porter des chapeaux. Il y a aussi des lunettes de protection des yeux et des lunettes de correction, etc., etc. Voilà, que les décideurs nous accompagnent à avoir la capacité et technique de produire nous-mêmes, voilà, ces éléments-là. Parce que c'est très cher. Quand vous allez sur le marché, tube de crème solaire peut vous coûter facilement plus de 10 000 francs. Et pour quelqu'un qui n'a même pas la capacité de se procurer 3 repas par jour, ça ne sera pas ça sa priorité. Et tant qu'il n'a pas le cancer, il ne va même pas aller en consultation. Et si toutefois l'État nous accompagne à avoir la capacité de produire tout ça et à redistribuer à ces personnes atteintes d'albinisme-là, en plus de la sensibilisation, nous pensons qu'on peut réduire considérablement la question du cancer de la peau. Voilà, donc c'est vraiment, entre autres, les préoccupations, voilà, que nous avons. Docteur, il est vraiment urgent que l'État s'investisse. Alors, seulement, je pense que l'État doit s'investir, mais son rôle est limité. Vous savez, dans le domaine de la santé est influencée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau politique, d'accord, qui est très important. Quelles sont les lois qui entourent la question? Donc, qu'est-ce que la loi prévoit pour les personnes albinos ou même les personnes vulnérables, en fait, d'accord? Mais il y a notre société, la communauté. Qu'est-ce que vous et moi on fait? Qu'est-ce que les médias font pour que la question de l'albinisme soit vue et soit sur les calendriers? Qu'est-ce que je fais pour mon voisin albinos? Qu'est-ce que l'enseignant fait quand il a un enfant albinos dans sa classe? Qu'est-ce que... Donc, il y a la dimension communautaire. D'accord? Et il faut carrément une mobilisation et un engagement communautaire par rapport à cette question. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on isole la question de la personne albinos, même si effectivement, c'est un groupe spécifique, avec des besoins spécifiques. Mais le Burkinabé, d'ailleurs, devrait commencer à changer d'attitude vis-à-vis de sa responsabilité. Quand je suis sur les plateaux, dans les débats, où à chaque fois on se retourne, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? J'ai envie de dire, oui, d'accord, mais qu'est-ce que nous-mêmes, pris individuellement, on fait? Voilà. Et la dernière dimension, c'est la dimension individuelle. Qu'est-ce que la personne albinos elle-même, elle fait en termes de comportement? Tu sais qu'on vous dit, à partir de 10 heures jusqu'à une certaine heure, il ne faut pas s'exposer au soleil. Quand vous sortez au soleil, il faut porter des habits manches longues, il faut frotter des pommades, etc. Donc, sur le plan comportemental individuel, qu'est-ce que la personne albinos fait? Donc, c'est une intervention qui doit être holistique et à multidimension. Mais déjà, avec les discussions que j'ai eues avec certains praticiens, il y a des dermatologues qui nous disent qu'il y a des appareils qui coûtent au maximum 2 millions qui pourraient aider à traiter les lésions précancéreuses des personnes albinos. Ce n'est pas disponible. Donc, si l'État
le gouvernement peut justement aider afin que ce soit disponible dans les régions. C'est très bien. Et j'ai écouté le ministre de la Santé qui a parlé avec les personnes albinos qui sont allées lui remettre une note de plaidoirie. Et en tout cas, il s'est engagé. Il a dit que la personne albinos est une priorité. Et donc, peut-être qu'il y a un programme qui vient qui va s'occuper de ces questions-là sur la dimension prise en charge curative. Mais au-delà, il y a la prévention. Et c'est là que la personne albinos devra être impliquée dans les interventions. Si je peux le répéter avec insistance, les personnes albinos ne demandent pas la pitié. Ils demandent à être respectés. Ils demandent à ce qu'on les implique dans les programmes. Parce qu'un pays aussi se juge par comment il prend en charge les personnes vulnérables, ces minorités. Et donc, c'est invité à ce que les personnes albinos aient leur place parce qu'ils peuvent contribuer énormément au développement de notre pays. On a à peu près 10 000 personnes, mais c'est beaucoup. Ils peuvent faire de grandes choses pour le pays pourvu qu'on leur donne leur chance de s'épanouir et de s'impliquer. D'accord. Pour terminer, je suis talonné par la réalisation. Pour terminer, où en sommes-nous avec vos initiatives de collecte de fonds? D'abord, pour les collectes de fonds, on avait initié ça en fait pour aider les enfants. Et cela consistait au fait que la scolarisation des enfants est une priorité. Et lorsqu'on demande aux gens de façon pas directe d'appuyer un enfant qui a un besoin, voilà, au niveau de sa scolarisation, c'est quand même touchant et les gens sont sensibles à la question. Et je crois qu'à l'heure actuelle, nous avons plus de 7 personnes albinos, enfants albinos qui sont accompagnés par des gens. Et ce soir aussi, l'association est à pied d'œuvre pour inviter les gens à faire les dons dans ce sens-là. Voilà, et j'espère que... Un événement du côté du CIAO? Oui, une soirée culturelle, voilà, à l'issue de laquelle la personne atteinte d'albinisme sera magnifiée, pour ne pas aussi chaque jour être en train de pleurnicher sur notre sort, voilà, où la personne albinos sera magnifiée à travers des prestations. Et à terme de cela, nous allons maintenant lancer, voilà, les soutiens qui vont aller pour appuyer ces enfants qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Adama Guéné, infirmier d'État, délégué aux questions de l'éducation et de la santé au sein de l'Association des femmes albinos du Burkina, en abrégé AFAB. Merci également au Dr Moumouni Niaoune, directeur exécutif de l'ONG Pool for Progress. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Fin de cette info. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne et très bonne reprise de semaine à vous. Bonsoir.